Il y a certains philosophes de l'Inde qui ont dit une jolie phrase. On devient ce qu'on pense. Je pense que je suis capable, donc je le suis. Quand on pense toujours qu'on est un ver de terre, on le devient à la fin. On tient au fond le destin dans sa propre main. Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Monter et Descendre. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet un peu sensible qui est la liberté de fumer en public, la liberté pour un consommateur de tabac, et bien tout simplement d'exister. J'ai décidé de nommer cet épisode Tabac et démocratie. Durant cet épisode, je vais revisiter, déguster de nouveau un tabac que je vous avais déjà fait découvrir, tout simplement parce que j'avais envie de fumer quelque chose d'agréable sans que ce soit une dégustation qui prenne trop le pas sur le sujet que je veux aborder. La composition du cadre d'une image est une chose bien complexe. Il peut s'y cacher des choses auxquelles on ne s'attend pas. Aujourd'hui, nous allons déguster un tabac que j'ai acheté en 2015. Il s'agit du Maclelland Virginia Perique en flake. Et ce tabac est appelé le numéro 2015 et il n'est plus fabriqué aujourd'hui. Pour cette dégustation, je vais fumer ma Chacom Racing. Je voulais vous faire découvrir une autre pipe, mais c'est un mélange de 2015 et je voulais vraiment m'assurer de bien pouvoir en percevoir toutes les subtilités. J'essaie de ne pas avoir trop de pipes en ma possession parce que ces pipes, je veux vraiment les connaître intimement. Il y a des fumeurs de pipes, et c'est très bien, hein, qui se vantent d'avoir 100, 200, 300, 400 pipes. Tant mieux parce que ce sont des objets de toute façon qui sont oubliés, hein, qui partent quasiment à la poubelle à l'heure actuelle parce qu'il y a toute une génération que ça n'intéresse pas. Chacun sa préférence. Moi, je préfère avoir des objets que je connais intimement. The older the better. In fact, this one goes back to 1876. And that's all right when you've got an old pipe, but it's no simple matter when you've got a collection of over 400 pipes to choose from. Mr. Barton started his collection 10 years ago and by combing antique shops and street markets all over the country has uncovered specimens like this elaborately hand-carved wooden pipe from Germany. Trevor and his wife Tina have acquired a massive knowledge about their hobby, the smoking customs of people throughout the world, the history of pipes like these. For the man whose eyes are bigger than his tummy, a 4 foot 6 inches long Austrian pipe holding 2 ounces of tobacco. Some people never learn. Smoking a monster like that is a somewhat doubtful privilege. Sometimes they're far better just to look at. C'est vrai que je vais souvent revenir vers peut-être moins de 5 pipes suivant le tabac que je veux déguster. En lesquelles j'ai vraiment confiance. Les pipes qui fument très bien ne sont pas forcément les plus... celles qui sont de meilleure facture ou les plus onéreuses. Alors, pour être tout à fait franc avec vous, ce tabac, j'en attendais pas grand-chose, et d'autant plus que j'ai été conforté dans cette idée lors de l'analyse olfactive. Un tabac qui semble, malgré ses années de vieillissement, ne pas avoir vraiment changé. On n'a pas beaucoup de complexité au nez, et pourtant, dès les premières bouffées, j'ai des arômes de pain, alors de pain PAIN, la nourriture,
et un pain chaud, un pain frais, réconfortant qui sortirait du four. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de, oui, d'à la fois chaleureux et frais dans ces saveurs. Je pense que la fraîcheur nous vient de l'acidité, légère acidité, mais elle est beaucoup plus fondue en bouche qu'elle ne l'est au nez. Il y en a, oui, ces arômes de mie de pain un peu sucrés. J'ai l'impression de déceler les subtilités, mais de ne pas les comprendre. C'est là où j'en suis et c'est très intéressant. C'est une des choses que je préfère lors d'un fumage, c'est d'avoir un mystère devant moi, hein, d'avoir une énigme devant moi, d'avoir tout un tas d'arômes qui se distinguent bien les uns des autres, et c'est le cas ici. Et justement, le jeu qui me détend énormément, personnellement, lors du fumage, ça va être d'essayer de diagnostiquer ces arômes, de chercher, et puis peu importe qu'on ait raison ou pas, le but c'est de prendre un moment tranquille et puis de rêvasser, d'imaginer des choses, parce que les senteurs ne sont pas qu'olfactives, elles rappellent des souvenirs. C'est ça qui est beau dans la pipe, ou dans le cigare d'ailleurs. Dans le monde de la dégustation d'ailleurs, hein, on peut parler de café, de thé, d'alcool, peu importe. Dans le monde de la dégustation, nous ne sommes qu'une bande d'enfants qui demandent à revivre des moments de nostalgie, de bons moments de la vie, qu'ils soient anciens ou plus récents. Et c'est le monde de la pipe, avec sa grande multitude de saveurs, m'offre ce genre de loisirs. Aujourd'hui, je voulais aborder un autre sujet. Je pensais en avoir écrit les lignes les plus importantes lors de l'épisode appelé « Aux amoureux du tabac », mais l'expérience me montre qu'il faut se répéter pour laisser passer un message. Et donc je voudrais reprendre ce sujet parce que j'ai entendu récemment qu'en Belgique, les lois se durcissaient de façon sérieuse en ce qui concerne les fumeurs de tabac dans des lieux publics. C'est un très vaste sujet, c'est un sujet qui a plusieurs visages, c'est un sujet qui est abordable de différentes façons. Laissez-moi l'aborder de la façon suivante. Nous vivons dans un monde dans lequel donc une organisation sociale créée par l'homme, l'humain, au fur et à mesure de son évolution, qui nous a amenés à ce point. Depuis 20 ans, les OGM ne cessent de s'étendre sur la planète. Des organismes génétiquement modifiés, des plantes en particulier, dont le matériel génétique a été transformé par des scientifiques pour essayer notamment d'améliorer leur rendement. Soja, maïs, coton, colza. Les OGM couvriraient désormais plus de 10% des terres cultivées dans le monde. So I've just been looking more into smoking statistics, and I've just been uncovering more, and I think I've come across these statistics at some point before in the past, and I've come to the realization of just like quite how deep the pit of bullshit and nonsense surrounding smoking is, and its risk of lung cancer, or its attendant risk of lung cancer, and so on. It's like, yes, 70% of lung cancers are attributed to smoking. That statistic comes from the NHS. However, there are 48,500 cases of lung cancer in the UK per year in a population of 70 million. This means that the percentage chance of you getting lung cancer in general, just as being a member of the population, is 0.069%. Le professeur Queneau a enquêté en 2006 sur les eaux minérales. Sous des allures bonhomme, c'est une imminence de la santé dans le domaine de l'intoxication par les médicaments. Et il a fait des découvertes plutôt sensibles, à tel point qu'il va même hésiter à nous en faire part. Les méthodes actuelles de détection dans l'eau potable font qu'on laisse passer forcément 98% des microplastiques contenus dans l'eau. Right. The chances of developing lung cancer in your entire life are less than 1,000, whether or not you smoke. That is the major problem with this shite. It's a failure to put statistics into context. It's a failure to see the bigger picture
in epidemiological terms and its broader effects on society. They accidentally created a seemingly magical substance. Soon, it made its way into a huge range of products, which were so popular they ended up in nearly every home in America. But what people didn't know was that these products came at a price. The chemicals used to make them were being released into the environment, slowly poisoning everyone on the planet. These new anti-smoking ads have pro-family groups in France calling for them to be banned. C'est stupide. This representative of Families of France calls the ads stupid. She says they give the impression of being more about sexuality than anti-smoking. The ads seem to allude to oral sex, and the tagline reads, "Smoking means being a slave to tobacco." Après avoir inondé le marché américain, KFC part à la conquête du monde. Le Canada, l'Australie, puis l'Europe, et notamment la France, qui est aujourd'hui devenue l'une de ses priorités. L'enseigne compte déjà près de 200 établissements, mais elle ne va pas s'arrêter là. These are just a few examples of the many intelligent, complex, compassionate, brave, compelling, and well-written female characters that have emerged in the past 50 years of film and TV. Characters that have left their mark on whole generations of audiences to the point where they still resonate with people years or even decades after their creation. But then there's a different kind of character, a shallow, trite, cheaply made, gratingly unpleasant facsimile of these excellent ladies of the silver screen. But what the Supreme Court said is that to be legally a woman, you cannot have a penis and testicles. You have to be a biological woman. They disagree with this. They're trying to change the fabric of reality itself. Next thing you know, what are you going to say? Men can be aliens? A piece of a rock can have a soul? Like, it means nothing. Women need to feel safe. Women cannot tell which men are violent and which men are not violent, which is why all men are not allowed in the women's toilet. Yeah, because it's hard to tell. My name is Jerry Visser, and I used to be a singer. After 20 years of smoking cigarettes, I developed throat cancer. Now I have to speak through this voice box. Then the cancer began to spread. I had to learn to live with these crude mechanical arms. Now, I will never know the touch of my granddaughter's hand. This would break my heart, except that a collapsed aortic valve forced the doctors to replace it with this electrocardioneumonic pump. It's the only thing that keeps my blood flowing. It also powers my military-grade tank treads, installed when the cancer ate my legs and feet. So much for that weekend jog. As my body was consumed by big tobacco, the doctors replaced my brain with a hyper-advanced NC-27X supercomputer. I now know that love and compassion are illogical delusions of a weaker race, and I am not alone. As smokers, we are united against our mortal creators. Together, we will dismantle and destroy the flawed human race and create a cyborg utopia. Laisser un téléphone intelligent dans les mains d'un enfant avec tout ce à quoi il peut avoir accès n'est pas du tout un problème. It's a familiar sight in households around the world. Children being entertained and placated by technology. Réseaux sociaux, sites, internet, plus ou moins recommandés, recommandables. Une personne dans la rue peut très bien utiliser un téléphone juste à côté de vous en émettant toutes ces ondes apparemment extrêmement nocives. N'importe quelle personne majeure est autorisée à acheter de l'alcool dans la quantité qu'elle souhaite. L'univers dans lequel nous évoluons est envahi de pollutions de tout type, des pollutions sonores, des pollutions visuelles, des pollutions atmosphériques. Les personnes qui sont considérées comme étant dangereuses pour elles-mêmes et pour les autres, et bien souvent ce sont les personnes qui consomment du tabac. Alors il y a un premier problème qui est de quel type de fumeur parlons-nous et de quel type de tabac parlons-nous. Ce qui revient à la question du type de fumeur, bien entendu. Il est vrai que le tabac, à travers son histoire, a vécu plusieurs chapitres. Le premier de ces chapitres, eh bien, c'est la découverte du tabac par l'homme blanc, qui a eu tout de suite un grand succès. Donc on a commencé à développer des cultures de tabac avec des esclaves, bien évidemment, sur le sol américain.
Le produit, très vite, s'est industrialisé, et cette industrialisation s'est accompagnée d'une chute plutôt importante de la qualité du produit. Également une augmentation des produits chimiques, des traitements, je dirais, et des croisements qu'on allait apporter à la plante de façon à avoir une récolte plus stable. Heureusement, de tout temps, il y a eu une demande de tabac de qualité par un certain type de fumeurs, des fumeurs niches. Des fumeurs qui ont toujours été en petit nombre à travers le monde. Et l'un des principaux problèmes, c'est que ce petit groupe de fumeurs, qui devrait être l'emblème même du fumage du tabac, se retrouve mélangé à cet autre groupe que sont les consommateurs de tabac industriel, plutôt transformer une plante qui n'est pas cultivée dans des conditions correctes. Donc cette communauté d'amateurs de tabac, d'amoureux du tabac, est mélangée à ces consommateurs de tabac bon marché, de tabac industriel, transformé, mauvais pour la santé. Les études, principalement orientées anti-tabac, évidemment, s'intéressent de façon à avoir des chiffres un peu plus choquants à des fumeurs dépendants, et dépendants de produits de très mauvaise qualité, qui bien souvent ne consomment pas d'ailleurs que du tabac. Je ne pense pas à d'autres plantes, mais je pense à de l'alcool et à un style de vie généralement qui n'est pas très sain. Donc peu d'activité physique, sportive, peu importe. Et puis de mauvais exemples de façon générale. Donc la communauté du tabac a longtemps pâti de cette image, et c'est encore le cas aujourd'hui. Je pense être en droit de penser que de tout temps, les fumeurs de cigares et les fumeurs de pipe ont été des personnes respectueuses, non seulement des autres fumeurs, mais aussi des non-fumeurs. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire que lorsqu'un fumeur de cigare ou un fumeur de pipe fume en public, il va faire en sorte de ne pas gêner des enfants, des non-fumeurs, de ne pas... le but, c'est de prendre un moment de plaisir, mais il n'y aura pas de plaisir si une autre personne se trouve gênée par la fumée. Alors, des personnes peut-être un peu plus âgées que moi pourront peut-être partager leurs sentiments sur la question. Il me semble qu'à partir du début des années 2000, et peut-être un peu plus tard, lorsque, en France en tout cas, le tabac a été interdit dans les lieux publics, j'entends par là bars, restaurants, les fumeurs, que ça soit pipe, cigarette, ce que vous voulez, dans la rue par exemple, qui fument tout simplement en marchant sur un trottoir. Donc à ce moment-là, on ne gêne presque personne. Il faudrait vraiment pas avoir de chance pour passer à côté d'un asthmatique qui, au moment où on passe, respire de plein nez le nuage de fumée. Cette personne peut très bien prendre un petit peu ses distances, si le trottoir est assez large. Mais bon, bref. Live in peace with your pipe, with mellow Virginia Flake from Benson & Hedges. Il est juste d'admettre qu'un fumeur qui marche sur un trottoir et fume cigarette, pipe, cigare, peu importe, ne gêne personne. À partir de quand les non-fumeurs ou certains non-fumeurs, certaines personnes particulièrement fermées d'esprit, je dirais même étroits, ont commencé à être gênés par ces personnes et faire des commentaires. « Oh, ça pue, etc. » Ce qui me fait particulièrement rire, c'est quand on a ce genre de situation. Donc vous avez un fumeur, cigarette, pipe, cigare, peu importe, qui fume tranquillement sur le trottoir, qui ne gêne personne. Vous avez un non-fumeur qui passe, qui se plaint que cette personne pollue. Nous sommes dans une mégalopole avec des voitures qui polluent juste à côté. Situation très amusante, on peut voir les murs des bâtiments noirs de pollution, mais c'est ce pauvre fumeur de pipe qui gêne tout le monde. Je voudrais vous lire, j'ai ça depuis très très longtemps, un vieil article de Erwin van Hove. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas, d'ailleurs je m'excuse d'avance, je ne sais pas si je prononce correctement son nom. Alors Erwin est un chroniqueur de tabac qui est très connu dans le monde de la pipe.
Il fait ça depuis longtemps, je me demande s'il ne fait pas ça depuis une trentaine d'années. Il écrit des articles à propos de tabac. Il a dû faire l'analyse de plus de 500 tabacs. On peut le retrouver énormément sur le site fumeurdepipe.net, une sorte de bibliothèque du tabac. Il fait ça depuis très longtemps. C'est un véritable passionné et une personne passionnante, à mon avis. Donc, je vais vous lire un article d'Erwin qui date de 2005, du 27 septembre 2005, pas tout jeune, qui est très long, et je dois dire que, alors je vais vous le résumer, et je dois dire que je ne suis pas d'accord avec tous ces arguments. J'étais irrité et légèrement inquiet, sans plus. Maintenant, je me fais vraiment du mauvais sang. Je me sens menacé. Menacé par un État aux tendances fascistoïdes qui veut m'imposer un mode de vie et une vision des choses pour mon propre bien. Un État qui a décidé que certaines minorités n'ont pas droit à la protection. Un État qui, au contraire, incite à l'intolérance en me présentant comme un problème, voire un danger. Je me sens donc également visé dans mes fibres les plus profondes. Je ne suis pas un individu dont une des particularités, c'est de consommer du tabac. Non, je suis fumeur de pipe. C'est un choix conscient et fondamental qui contribue à définir ma personnalité et mon individualité. Or, de plus en plus fréquemment, je suis montré du doigt et je dois subir la réprobation de la cohorte toujours grandissante des bien-pensants manipulés et mal informés. Je suis la brebis galeuse. Je crains le pire pour l'avenir, et cet avenir a déjà commencé. Les temps ont changé, à une vitesse vertigineuse. Il y a quelques années seulement, quand je me promenais en ville, la pipe bourrée de semois au bec, je croisais des regards indifférents. Apparemment, je ne gênais personne. Au contraire, de temps à autre, j'apercevais le regard admiratif ou de connivence d'un individu qui semblait apprécier la beauté de la pipe que j'arborais, ou qui se rappelait avec nostalgie les moments chéris passés en compagnie d'un grand-père amateur de bouffarde. Parfois même, quelqu'un qui m'adressait aimablement la parole, souvent une femme d'ailleurs, pour me complimenter sur l'agréable odeur de mon tabac. Voilà qu'aujourd'hui, de plus en plus fréquemment, je dois affronter les regards foudroyants de gens qui considèrent le seul fait que je croise leur chemin comme une indélicatesse impardonnable. Soudain, à mon passage, des gens toussent, ostentatoirement. À plusieurs reprises, je me suis fait astrophier par de parfaits inconnus qui s'interrogeaient avec un naturel déconcertant le droit de me dire que fumais-tu ou que mon semois pue. Or, c'est toujours le même semois qui, avant, me valait des compliments. Les temps ont changé. C'est dans les yeux des enfants que je le vois le mieux. Avant, les enfants me dévisageaient avec une saine curiosité, parfois avec étonnement, voire avec fascination. Depuis peu, je vois des regards réprobateurs et même angoissés. Récemment, un marmot s'est jeté dans les jupons de sa mère à l'instant même où il a découvert, les yeux écarquillés, ma pipe. Inutile de dire que la fière maman m'a jeté un regard que je ne peux caractériser que de haineux. La haine, le mépris, l'intolérance, c'est devenu notre lot. En ce qui me frappe, me blesse et m'angoisse le plus, c'est le naturel et le sans-gêne avec lesquels de plus en plus de gens extériorisent ses sentiments. Le raciste moyen essaie de cacher sa mentalité. Il ne veut surtout pas passer pour un raciste. Celui qui ne se porte pas son prochain homosexuel n'osera jamais importuner publiquement les objets de son allergie personnelle. Ah non, ce n'est pas politiquement correct. Il le sait et il a peur de la réprobation de ses concitoyens. Il en va tout autrement pour les fumeurs. Avec cette minorité-là, pas besoin de se gêner. L'État, les médias, les scientifiques ont distribué des permis de chasse et la chasse est ouverte. Alors on y va avec enthousiasme et avec la conviction d'être dans son droit, voire de défendre les intérêts supérieurs de la société. Sommes-nous alors des sangliers ou des chevreuils? Manifestement, non. Le vrai chasseur a du respect pour le gibier. Loin de lui la volonté d'éradiquer une espèce entière comme s'il s'agissait d'un fléau. Il ne conteste pas non plus le droit de tout animal à un habitat dans lequel il peut s'épanouir. Nous sommes des sorcières. Dans cette chasse-là, par définition irrationnelle et hystérique, il n'y a pas de place pour ces subtilités. Alors, on va toujours plus loin. La chasse aux sorcières prend des allures de guerre sainte. Aux États-Unis, on a commencé par interdire de fumer dans tout lieu public. Ça ne suffisait pas. Le nombre de villes et d'États qui est désormais défendu de fumer dans des cafés et des restaurants va en grandissant. Depuis peu,
Les personnes qui fument sur les trottoirs à l'entrée des bâtiments publics doivent se tenir à une distance déterminée par la loi des fenêtres de ces bâtiments. Pire, dans certains États, il est désormais interdit de fumer dans son propre jardin, si ce jardin juxte celui d'une propriété privée. Ça ne suffisait pas encore. Dans plusieurs villes, le législateur local a supprimé le droit de fumer dans les appartements privés afin de protéger la santé des voisins, ô combien menacés. Dans les buildings huppés de New York, il n'est plus permis à quiconque d'acheter ou de louer un appartement. Il faut combattre devant une commission de représentants des habitants qui déterminera si le candidat acheteur ou locataire est jugé acceptable. Systématiquement, les fumeurs sont refusés. Alors, j'en suis à un peu plus de la moitié d'une page. Il y a environ 3 fois cette quantité d'informations. Je vous invite à aller lire cet article qui est très intéressant. Alors je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'Erwin dit, mais ce qui est abracadabrantesque, c'est à quel point ces mots résonnent aujourd'hui. Je pense qu'il est important de distinguer le mot progrès et le mot innovation. Innover, c'est inventer quelque chose qui n'a pas encore été inventé. C'est changer quelque chose d'une façon qui n'a pas encore été vécue dans le passé. Le progrès, c'est pas forcément innover. Des fois, c'est revenir en arrière. Le progrès, c'est le fait d'améliorer d'une façon ou d'une autre le système qui nous permet de vivre avec ce monde. Et le rôle d'un État, c'est de faire en sorte que chaque individu puisse s'épanouir et se sentir le plus libre possible sans empiéter sur la liberté des autres individus. L'État échoue à sa raison d'être lorsqu'il favorise la lucrativité plutôt que l'impact social. La lucrativité, en l'occurrence, c'est le fait d'accepter le soudoiement d'organisations criminelles comme l'organisation anti-tabac, pour se donner une bonne image. Il y a un visuel choc qui peut avoir une connotation sexuelle. Ça, je ne le conteste pas. Vous savez à quel point il faut se méfier d'un individu qui essaie de toutes ses forces de se donner bonne image en public. Parce que souvent, ça cache quelque chose, et quelque chose qui est à l'opposé de l'image qui essaie d'être donnée. Eh bien, je pense qu'il en va de même pour un État ou quelque organisation que ce soit, organisation ou entreprise. La critique est une très bonne chose, parce que si la critique est constructive, eh bien, ça permet d'avancer. On a déjà eu ces propos. Mais il y a autre chose, c'est que je pense que la critique ne vaut rien si on n'apporte pas de solution, ou qu'on ne propose pas des solutions. Donc puisque mon tabac n'évolue pas et que j'ai rien de spécial à vous dire à son propos, je voudrais vous proposer des solutions à ce problème. Alors, on en avait déjà abordé certaines dans l'épisode aux amoureux du tabac. Alors, on va entrer dans le thème de l'importation du problème d'importation du tabac en parlant d'un tabac très particulier qui est cher à notre cœur, c'est le semois. Dans lequel je disais que l'un des plus gros problèmes, c'est le fait que les fumeurs de pipes et de cigares, les personnes qui encouragent un monde avec un tabac de meilleure qualité, mais aussi un fumage qui est sain, qui est raisonnable. C'est-à-dire que nous n'inhalons pas la fumée du tabac que nous fumons ne parvient pas dans les poumons parce que ça n'a aucun sens, parce qu'il n'y a pas de papilles gustatives dans les poumons et qu'il n'y a aucun intérêt à envoyer la fumée dans les poumons. Les papilles gustatives se trouvent dans le nez et dans la bouche, et donc c'est comme ça que nous goûtons le tabac. Parce que nous fumons pour goûter, nous fumons pour passer un bon moment. Nous ne fumons pas par dépendance. Ou pour exorciser en quelque sorte un surplus de stress. Fumer la pipe ou le cigare est une activité qui élimine une grande partie de stress, de la même façon que d'autres activités le font. Le sport, la marche, une promenade en pleine nature, aller en bord de mer, peu importe. Sometimes you just have to get away. To put things in perspective, wind down. This helps.
Amphora. There's no rush here. Just plenty of time to concentrate on the really important things. Come on, boy. Let's go fishing. Mellow, bite-free Amphora. The comfortable smoke. Ce que j'entends par là, c'est que nous ne fumons pas de façon frénétique, comme ces fumeurs qu'on peut trouver derrière un restaurant par exemple. C'est ces cuisiniers qui sont dans le stress absolu toute une soirée parce qu'il y a un coup de bourre et qu'il faut préparer des plats à toute vitesse et qu'on va trouver derrière le restaurant en train de fumer frénétiquement. Bon, je ne les blâme pas les pauvres, mais nous ne sommes pas ce type de fumeurs. Nous nous distinguons par les produits que nous consommons, du tabac de qualité, du tabac qui a du goût, du tabac qui est bien préparé, un tabac le plus artisanal possible, le moins industrialisé. Nous nous distinguons par les raisons pour lesquelles nous fumons, notre rapport à la pipe ou au cigare qui n'est pas un rapport de dépendance, les méthodes de fumage. Mais je pense que nous nous distinguons également par notre attitude sociale. Je pense qu'il est important pour la communauté des vrais amateurs de tabac eh bien, d'avoir une attitude respectueuse. Lorsqu'on parle d'éducation, il y a plusieurs façons d'aborder l'éducation. Il y a la méthode ancienne qui est l'éducation par la peur, l'éducation par l'interdiction, l'éducation par la punition, en quelque sorte. C'est une méthode qui est rapide, qui est très efficace, mais qui laisse des marques, évidemment. C'est une méthode facile et précipitée. On a vu ça, entre autres, malheureusement avec les chevaux, et c'est un monde que je connais, dans le temps, notamment lors de la conquête des États-Unis, il y avait ce qu'on appelait des breakers. Les breakers, c'était les gens qui cassaient le mental des chevaux, en gros, qui en faisaient des esclaves. Mais c'est une technique qui existait bien avant la colonisation des Amériques. De tout temps, les chevaux de guerre, par exemple, pour faire foncer un cheval sur une armée de cavaliers et de soldats, avec cette terre qui tremble quand deux armées se confrontent, il fallait que le cheval soit complètement esclave de l'homme. Sans ça, aucun cheval n'aurait avancé dans ces conditions. Donc on cassait le mental du cheval, on en faisait un objet finalement, qui obéissait à tout. C'est-à-dire que en ce temps, si vous demandiez à un cheval de courir jusqu'à avoir une crise cardiaque et puis tomber par terre, eh bien il le faisait. Ensuite sont venues la génération des chuchoteurs. C'était ces personnes qui avaient une approche plus douce et qui, plutôt que de parvenir à une bonne éducation par la punition, parvenaient à ces mêmes résultats et peut-être même des résultats encore meilleurs, eh bien, en donnant l'exemple. Ça, c'est une chose importante. Alors, la méthode était plus longue à être appliquée, mais les résultats, comme je le disais, étaient équivalents, si ce n'est bien supérieurs. Et je crois que c'est la méthode intelligente à appliquer. Lorsque nous avons une personne, de toute évidence, inculte, dépourvue de capacité cérébrale, qui interdit une personne eh bien, de s'épanouir elle-même. C'est stupide. Je crois que plutôt que de critiquer ou d'essayer d'affaiblir, de punir, il faut donner l'exemple. Et pour que notre communauté donne un bon exemple, il faut avoir une bonne attitude en public et il faut aussi communiquer les raisons pour lesquelles nous devrions avoir tous les droits de fumer dans les endroits qui nous semblent respectueux envers les autres personnes, qu'elles soient fumeurs ou non fumeurs. So we went into the gondolas, and I'm ashamed to say this, so close your ears, young people, but a few of us were smoking. You know what I remember about it was, at the end, they said, you're going to have to leave, sir, for breaking the rules of the Magic Kingdom, but you are welcome to come back anytime. Which I thought, well, that was nice of them. Anyway, those are my memories of Disneyland. Je me souviens d'un commentaire d'une personne, un commentaire aux épisodes. Un des épisodes qui réagissait au fait que je fumais dans mon garage et qu'il y avait des personnes qui passaient dans la rue, qui est juste derrière moi. Cette personne disait je fais la même chose, mais souvent on se moque de moi, je me fais critiquer, etc. Et je ne sais pas trop quelle attitude avoir
face à ce genre de comportement. Mais je pense que... Alors, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais je pense qu'il est important d'être fier. Je pense qu'il est important d'être fier de qui on est. Moi, j'ai plus souvent des personnes curieuses que des personnes qui critiquent. Et ces personnes, ah tiens, quelqu'un qui fume la pipe, c'est curieux. Et ça, c'est l'occasion, ce genre de commentaires, c'est l'occasion de rebondir et de leur dire oui, je fume la pipe, voilà pourquoi. Je ne fume pas par dépendance, on se distingue totalement des personnes qui inhalent la fumée. Nous fumons par plaisir. Je fume depuis maintenant, je ne sais pas, une quinzaine d'années, je n'ai pas la moindre dépendance. Il y a des fois où je n'ai pas du tout envie de fumer et je ne fume pas. Et je fume pour, non pas pour échapper à quelque chose, mais pour ajouter quelque chose à mon existence. C'est une dimension que je ne retrouve pas ailleurs. Une dimension de saveur, de plaisir. Donc j'ai envie de dire, soyez fiers, n'hésitez pas à expliquer au public à travers toutes les formes possibles pourquoi vous fumez et puis ce qui vous distingue des autres fumeurs de tabac et également ce que vous fumez. Hein. C'est important d'expliquer que ça n'a rien à voir avec des tabacs ultra-industriels qu'on va trouver par exemple dans beaucoup de paquets de cigarettes. Il y a une autre chose que je vous encourage à faire et je me demande, d'ailleurs ça fait très longtemps que je n'ai pas lu cet article d'Erwin, mais je me demande s'il n'en parle pas. C'est une chose que je vais vous confirmer un peu plus tard. Il y a une chose que je vous encourage à faire. Lorsque vous vous trouvez dans un lieu public dans lequel il est totalement interdit de fumer, et d'ailleurs dans lequel vous pourriez déranger des personnes, des non-fumeurs par exemple. Hein, je pense que c'est la cible des non-fumeurs ou des enfants qui sont également non-fumeurs mais particulièrement sensibles évidemment à la chose. Ce que je vous encourage à faire, que vous fumiez la pipe, le tabac, que vous fumiez la pipe, le cigare, la cigarette, peu importe. Ce que je vous encourage à pratiquer, c'est le fumage passif. Ce que j'entends par là, c'est porter pipe, cigare, cigarette à la bouche, non allumée. Que ça soit rempli de tabac ou pas, pour ce qui est de la pipe, peu importe. De cette façon, eh bien, on pratique l'éducation par la montrée de l'exemple, c'est-à-dire que on crée une curiosité. Personne ne peut vous interdire de porter cet objet à la bouche, hein, puisqu'il n'est pas allumé et vous ne gênez personne. Hein. C'est un fait. Ceci étant, l'opportunité que ça vous offre, c'est celle d'expliquer pourquoi vous portez cet objet à la bouche. Si vous avez des curieux qui vous disent pourquoi tu as cette cigarette à la bouche, pourquoi tu as ce cigare à la bouche, pourquoi tu as cette pipe à la bouche et tu ne fumes pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a cette interdiction, nous sommes une communauté respectable, cette interdiction grandissante d'exister. Et cette interdiction n'a pas de fondement. Il ne s'agit pas d'inciter à fumer, il s'agit d'inciter l'acceptation d'une communauté qui existe depuis très longtemps finalement. Hein, je veux dire, la pipe est une des plus anciennes formes de fumage de n'importe quelle plante. Et ça existe depuis la préhistoire. Donc c'est un bon exemple qui montre que l'innovation, hein, l'avancée dans le temps, n'est pas forcément un progrès. Il y avait un homme politique, je ne sais plus exactement qui avait dit le temps ne fait pas l'expérience, le temps ne fait que des vieillards. Et ce que ça veut dire, c'est que on peut avoir 50 ans d'expérience
dans un métier particulier, par exemple, et pour autant ne pas avoir énormément évolué dans ce métier, hein, ne pas avoir acquis énormément de connaissances ou de savoir-faire. C'est tout à fait possible. En règle générale, le temps aide à avoir plus d'expérience et plus de connaissances, mais ce n'est pas forcément lié. Hein, vous pouvez avoir un gamin qui a 5 ans de métier et qui se débrouille mieux que la personne qui a 50 ans de carrière. Le temps ne fait pas forcément l'expérience, le temps ne fait que des vieillards. Ah, voilà. Alors, justement, il en parle et c'est dans le dernier article. Dans le dernier paragraphe, pardon. Alors que faire? Accepter? Se cacher? Maintenir un profil bas? Ce serait capituler. Faire des pétitions? Écrire des courriers du lecteur? Se fier à nos députés et sénateurs en leur demandant de se rallier à notre cause? Trop tard. Nos médias et nos politiciens ont déjà clairement choisi leur camp. Je crois que le seul moyen qui nous reste, c'est la résistance passive. À cet égard, l'idée qui a été lancée il y a quelques mois par la revue The Pipe Collector, éditée par l'association des collectionneurs de pipes américains, et qui a été reprise par le rédacteur en chef de Pipes and Tobaccos, me semble excellente. Il demande à tous les fumeurs de pratiquer en public le ghost smoking, c'est-à-dire le fumage fantôme. Arborez fièrement et ostentatoirement, partout où vous allez, et particulièrement dans les endroits où fumer est interdit, votre pipe, votre cigare ou votre cigarette. Seulement, ne les allumez pas. Il ne s'agit pas d'enfreindre les lois et règlements, mais de les défier. Irritez ceux qui veulent vous faire la chasse, mais sans qu'ils puissent vous faire le moindre des reproches. Très frustrant pour eux. Cette action vous permettra en même temps de nous manifester, alors nous, communauté des fumeurs de pipe, cigares, de prouver que nous sommes toujours là et que nous n'avons pas l'intention de nous laisser intimider. Moi, je pratique systématiquement le fumage fantôme et je peux vous garantir que ça marche, ça fait monter la pression sanguine de ceux qui nient votre droit à l'existence. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Alors, donc, c'est tout à fait un hasard parce que cet article que je n'avais pas lu depuis des années, je l'ai imprimé, j'ai dû l'imprimer un peu plus tard que sa parution. Il y a deux choses que je voudrais dire par rapport à ce dernier paragraphe. La première, c'est que je suis d'accord avec l'interdiction de fumer dans certains lieux publics à partir du moment où ces lieux publics n'ont pas un bon système de ventilation et n'ont pas une bonne méthode pour séparer fumeurs et non-fumeurs et pour faire en sorte que les non-fumeurs ne soient pas atteints par la fumée des fumeurs. Hein. Moi, je pense que c'est très important dans cette bataille de survie que nous menons de respecter les autres personnes, qu'elles soient fumeuses ou non fumeuses. Un fumeur peut ne pas avoir envie de sentir la fumée d'un cigare, d'une cigarette, d'une pipe durant certains moments de la journée. Et ça, c'est important de le respecter. Moi-même, si j'ai le matin très tôt une personne qui fume une cigarette à côté de moi, enfin toute la journée, remarque, hein, la cigarette c'est abominable, mais j'ai horreur de ça. Hein, et ça, il faut le respecter. Donc je suis d'accord pour qu'il soit interdit dans les lieux qui ne sont pas correctement équipés, qu'un fumeur puisse grossièrement gêner une autre personne. Hein. Mais ça en va aussi du comportement du fumeur. Si vous vous trouvez dans un tel lieu, il est de mise de ne pas fumer. Donc ça, c'est une première chose. Le deuxième point, c'est en quelque sorte l'agressivité qu'on peut sentir dans les mots d'Erwin. Alors je comprends qu'il soit fâché. Hein. Et Erwin, si vous connaissez un petit peu le personnage, il est comme ça. Et moi j'aime beaucoup les personnes qui sont très entières comme ça parce qu'on sait ce qu'elles pensent. Hein. Elles sont capables de dire voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et on sait ce qu'elles pensent. Erwin est un petit peu, on sent en guerre, il est dans l'affrontement. Hein, et je peux vous garantir que ça marche, ça fait monter la pression sanguine de ceux qui nient votre droit à l'existence. Moi je pense que c'est pas très intelligent de fâcher les non-fumeurs, parce que pour ces personnes qui détestent déjà les fumeurs et qui mettent tous les fumeurs dans un seul panier,
ça augmente la haine et ça fait monter la tension, c'est pas une bonne chose. Hein. C'est pas la bonne stratégie, je pense. Je pense que la bonne stratégie, c'est justement j'ai pas envie de dire de redorer notre image, parce qu'elle devrait être intacte. L'image des bons fumeurs, hein, des vrais amateurs de tabac. Je pense que ce qui est important, eh bien, c'est de nous distinguer des fumeurs irrespectueux. Alors là, je ne parle plus des personnes qui sont dépendantes au tabac et qui fument des substances très transformées, industrielles, etc. Là, je parle d'une distinction entre les personnes qui sont respectueuses des non-fumeurs et les personnes qui se permettent de fumer devant n'importe qui et de gêner n'importe qui. Je pense que c'est important de communiquer le fait que tous les fumeurs ne sont pas les mêmes et qu'il y a bel et bien une communauté depuis très longtemps de personnes qui ne veulent faire de mal à personne et au contraire qui ne veulent qu'ajouter à un moment. Et je comprends ô combien il est agréable de s'installer dans un parc par exemple, ou dans une forêt, ou à la terrasse d'un bar ou d'un restaurant et d'apprécier un bon tabac. Je pense que la chose la plus importante, si on pratique le fumage passif, ou même si on se permet de fumer en public dans les endroits où c'est encore autorisé, je pense que ce qui est important, c'est de communiquer ce message que nous sommes là pour pratiquer une activité sans nuire à autrui, ce qui rejoint en fait les fondements de la vie en société, en communauté. Et plus il y a de personnes qui font partie de cette communauté, plus c'est difficile. L'idée, c'est de laisser le plus possible de liberté individuelle, sans que ces libertés individuelles nuisent à la liberté des autres. Hein. La liberté de chaque individu s'arrête là où commence celle des autres. Et c'est en se rapprochant le plus possible de cette limite qu'on vit tous, aussi différents soyons-nous, dans une même communauté, dans un même monde. Voilà mon message. Maintenant, les fondements de ma pensée bien établis, je voudrais vous faire la lecture d'un texte d'Erwin qui date de novembre 2009 et qui s'appelle « Jamais ». Il y a quelques années, Alain Le Tullier, l'ancien président du Pipe Club de France, m'avait surpris en exprimant publiquement une opinion qui me paraissait à la fois naïve et erronée. Face à l'hystérique discours anti-tabac et aux mesures successives qui limitent nos libertés, nous autres, fumeurs de pipe, devrions nous désolidariser ouvertement des fumeurs de cigarettes. Il faudrait que le public, les médias et les politiciens comprennent que nous n'avons rien en commun avec les camés de la clope, que notre consommation de l'herbe de Nico est modérée et relève davantage d'un savoir-vivre séculaire que d'une quelconque dépendance, que tout comme les onophiles qui dégustent 2 verres de vin par jour n'ont rien en commun avec les ivrognes qui sombrent dans l'alcoolisme. Les pipophiles, qui jouissent posément des délectables effluves d'un mélange subtil, ne sont en rien comparables à ces brutes qui n'arrivent plus à fonctionner sans inhaler tous les quarts d'heure une dose de nicotine. Bref, il faudrait que l'on se rende compte qu'il existe de bons et de mauvais fumeurs. Il suffirait donc que l'opinion publique, voire le mouvement anti-tabac, reconnaisse une fois pour toutes cette évidente distinction et cesse de faire l'amalgame pour que nous, les bons, ne soyons plus confondus avec les autres, les vrais pestiférés. Dans ce cas, nous pourrions compter sur la bienveillance à notre égard de la part des scientifiques et des médecins, des médias et de l'opinion publique, des groupes de pression et du législateur. Dans leur chasse aux fumeurs, ils ne nous auraient plus dans leur collimateur. Ils ne viseraient plus que ceux dont l'image négative avait si injustement déteint sur nous autres, inoffensifs gourmets. Justice serait enfin faite, en quelque sorte. Voilà que tout récemment, un membre du forum fumeurs de pipe revient à la charge et défend la même idée. Il préconise que les fumeurs de pipe doivent faire étendre leur voix pour convaincre l'opinion publique qu'ils sont des fumeurs responsables et conscients, qui ne nient pas que les problèmes posés par le tabac sont réels. Il va même plus loin quand il se demande « Ne devrions-nous pas nous engager dans la lutte contre le tabagisme ?» Bref, nous ne devons pas uniquement nous désolidariser des fumeurs irresponsables et inconscients et hausser les épaules devant le fait que ceux-là, les compulsifs, soient incapables de reproches, accusés, marginalisés et chassés. En plus, nous devrions collaborer avec le mouvement anti-tabac puisque, après tout, nous autres fumeurs d'élite, n'avons-nous pas en commun avec les non-fumeurs un certain mépris envers les pitoyables abus de ces malsains tabacomanes? Et pourquoi? Parce qu'en admettant ouvertement que les toxicomanes minent leur santé, empestent leur environnement, constituent un danger pour autrui et méritent donc qu'on limite leur liberté, certes, nous les sacrifions, mais pour une bonne cause.
Même nos plus grands adversaires finiront par comprendre que nous autres, nous ne faisons pas partie du problème, que tout compte fait, bien que d'un autre bord, nous éprouvons une certaine compréhension pour leurs revendications, que nous ne sommes pas donc l'ennemi, que nous sommes peut-être même des alliés, et par conséquent, ils nous laisseront vivre en paix. Ça s'appelle la politique de l'assaisonnement. Daladier, Chamberlain, les accords de Munich. Or, se désolidariser de la Tchécoslovaquie et sacrifier les Tchèques Sudètes dans l'espoir d'avoir la paix, ça n'a pas marché. La lâcheté, déguisée en complaisance compréhensive, a tout sauf berné l'agresseur. Il a immédiatement saisi l'évident manque de détermination de ses adversaires. Vous me direz que la comparaison est hors de proportion. Et pourtant, le mouvement anti-tabac est un adversaire qui peut imposer sa volonté par tous les moyens, quitte à piétiner les droits et les libertés de toute une partie de la population. C'est un adversaire dont le but final est d'éradiquer le tabac et donc la soif de revendication semble dès lors inassouvissable, quelles que soient les concessions qu'on lui fait. C'est un adversaire sans scrupules qui se voit investi d'une mission et qui est intimement convaincu que la guerre sainte, il la mène pour le bien de l'humanité. C'est donc un adversaire qui ne verse pas dans la nuance et qui ne voit pas pourquoi il se contenterait de compromis. Par conséquent, la pire attitude qu'on puisse avoir face à ce genre d'adversaire, c'est celle qui consiste à penser qu'il finira par s'incliner devant le bien fondé de nos arguments nuancés, qu'il appréciera votre modération, votre autocensure, votre respect pour son point de vue ou votre inclination au compromis. Vos sacrifices expiatoires et votre esprit de collaborateur n'apaiseront jamais son appétit d'absolu. À ses yeux, vous êtes un fumeur et à ce titre, vous l'importunez. Point barre. La politique de l'apaisement, ça ne marche pas, parce que vous vous trouvez face à des croisés motivés par l'inébranlable conviction que vous constituez une réelle menace pour leur bien-être et pour leur santé. Ils pratiquent l'autodéfense, un droit absolu. Et vous ne trompez pas. Qu'ils croisent dans la rue un fumeur de Marlboro dont la fumée malodorante pénètre dans leurs narines, ou qu'ils aperçoivent sur la terrasse d'un café un paisible fumeur de pipe qui déguste son Balkan Sograni, pour eux, c'est du pareil au même. Ils seront irrités et ils nourriront leur rêve d'un monde sans fumée, pestilentielle et nocive. La politique de l'apaisement, ça ne marche pas, parce que toute guerre sainte relève de l'hystérie et que dès lors, tout appel à la logique, à la raison et à la modération est par définition voué à l'échec. N'oubliez jamais que ce genre d'illuminé qui se dirige vers la porte d'entrée d'un bar situé en plein centre d'une mégalopole grisâtre à l'air irrespirable se moquera comme de sa première chemise des gaz toxiques et de la poussière fine qu'il aspire, mais se cabrera dès qu'il sentira la moindre odeur de tabac en provenance du brave bonhomme qui sagement fume sa cigarette devant la façade du bar. N'oubliez jamais que nous en sommes arrivés au point où le seul fait d'arborer une pipe bien entretenue, propre et vide risque de vous valoir des remarques désobligeantes de la part d'un parfait inconnu qui arrive à être incommodé par l'imaginaire odeur de votre pipe. Je connais un Américain qui, suite aux plaintes de ses co-spectateurs, a dû quitter la salle de cinéma dans laquelle il attendait tranquillement le début du film, une pipe calée entre les dents. Cette Castello était vide et flambant neuve. La politique de l'apaisement, ça ne marche pas. Parce que l'adversaire qui vous déteste tant parce que c'est permis, pour ne pas dire recommandé, un des instincts les plus bas de l'être humain, c'est l'intolérance. D'habitude, cette vile impulsion est endiguée non seulement par la religion et la morale, mais aussi par le législateur. Le racisme est punissable, tout comme la discrimination d'homosexuels par exemple, mais là, avec les fumeurs, on peut carrément se laisser aller. On ne doit pas se montrer courtois et tolérant envers eux. On peut leur lancer des insultes, on peut leur dire qu'ils puent, on peut les accuser, on peut leur tenir des discours moralisateurs sur leur mode de vie. On peut les traiter différemment pour la seule raison qu'ils sont fumeurs. On peut donc les discriminer. On peut même les isoler, les exiler, leur interdire l'accès, leur refuser de louer un appartement. Et tout ça, on peut le faire sans risquer de punition ou la réprobation générale. Au contraire, c'est pour le bien de ces brebis galeuses. On peut donc céder à ces sombres instincts tout en gardant sa bonne conscience. Quelle aubaine! La politique de l'apaisement, ça ne marche pas. Parce que votre adversaire a été soumis à un lavage de cerveau par des manipulateurs professionnels qui attisent sans cesse sa peur du fumeur.
Comment peut-il, en âme et conscience, accepter le droit d'existence d'un consommateur de tabac s'il suffit pour encourir le risque de maladie cardiovasculaire ou de cancer d'aspirer pendant quelques instants seulement la fumée d'autrui? Si la fumée est tout aussi nocive à l'extérieur qu'à l'intérieur, si tout fumeur répand partout ces particules toxiques qui imprègnent ses cheveux et ses vêtements, si même les animaux domestiques des fumeurs développent davantage de cancers que ceux qui ont la chance de vivre dans un environnement non fumeur. Et n'oubliez jamais que pour votre adversaire, il s'agit là de faits incontestables puisqu'ils ont été scientifiquement prouvés. Autant dire que pour lui, il s'agit de dogmes. Je ne suis pas négationniste, je le mets volontiers. Il arrive fréquemment que les fumeurs développent de maladies, voire meurent parce qu'ils fument. Je peux même concevoir qu'un garçon qui a travaillé pendant des années dans un café en fumée meure d'un cancer du poumon. Je peux donc comprendre que certaines mesures s'imposent. Je trouve normal qu'un non-fumeur puisse apprécier à leur juste valeur les mets qu'il a commandés au restaurant, sans être importuné par la fumée d'autrui. Je n'ai rien contre l'interdiction de vendre du tabac aux mineurs ou contre les campagnes de prévention. D'ailleurs, je ne conseille à personne de fumer. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est l'acharnement irrationnel, discriminatoire et haineux qui fait qu'un plombier s'est vu infliger une amende pour avoir fumé dans sa camionnette. Qu'on a inventé des procès à des gens qui fument dans leur jardin et que dans certaines villes américaines, il est partout interdit de fumer à l'extérieur, que des associations de propriétaires écartent automatiquement de leurs immeubles les candidats locataires fumeurs, qu'il est permis d'embaucher exclusivement des non-fumeurs et de licencier des personnes pour la seule raison qu'ils fument en dehors des heures de travail, que dans les tribunaux de divorce, de plus en plus de juges attribuent la garde des enfants aux partenaires non-fumeurs, que les hôpitaux s'arrognent le droit de refuser de soigner des fumeurs, ou qu'une enquête menée par un journal canadien a révélé que pour une vaste majorité de non-fumeurs, le fait de fumer en la présence de sa progéniture, ça équivaut à la maltraitance d'enfants. Il paraît que je dois comprendre et accepter ce type d'excès parce que désormais nous vivons dans une société hygiéniste qui stimule un mode de vie sain et qui, plus généralement, s'efforce d'éviter les risques de tout genre. Bon, si vous le dites. Ça n'empêche pas que je continue à ne pas comprendre la férocité et l'obstination avec laquelle on vise les seuls fumeurs. Que de jeunes vies brisées sur les routes du petit matin. Par un abus d'alcool ou de drogue, le taux de cocaïne que contient l'eau des rivières dans toutes les grandes villes occidentales est tout simplement effarant. Il s'agit donc apparemment d'un problème massif. De jeunes gens perdent la vie pour la simple raison qu'ils ont choisi de pratiquer des sports dangereux. Chaque année, des milliers de gens meurent suite aux infections qu'ils ont attrapées dans les hôpitaux, par manque d'hygiène. Il suffit d'un mois de canicule pour faire un massacre, parce que nous abandonnons nos vieillards à leur sort. La pollution, et en particulier la poussière fine, cause annuellement des milliers de décès. Notre rythme de vie est freiné et le stress tue à grande échelle. La cause de la mort la plus fréquente parmi les jeunes, c'est le suicide. Bref, je ne cesse de me demander pourquoi l'opinion et les pouvoirs publics ne mènent pas avec le même acharnement un combat contre tous les décès prématurés qui n'ont aucun rapport avec le tabac et qui pourraient être évités. Aux États-Unis, le paradis du mouvement anti-tabac, la quantité de sucre, de sel et de graisse consommée par personne ne cesse d'augmenter. Décennie après décennie, les portions des repas s'agrandissent. Le poids moyen du citoyen américain n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Des centaines de milliers d'enfants obèses y souffrent de problèmes de santé et leur espérance de vie est dès à présent compromise par le régime alimentaire que leur imposent leurs parents. Mais qu'à cela ne tienne, tout baigne si papa s'abstient de fumer une clope en la présence de sa progéniture et si maman, qui promène son bébé dans un parc, peut être sûre et certaine de ne pas croiser un vil fumeur. Et tout baigne si on enlève des rayons des civettes new-yorkaises tout tabac aromatisé et si tout film dans lequel des personnages fument est automatiquement interdit au moins de 18 ans. C'est si rassurant de protéger de façon conséquente et systématique la santé de ces chères têtes blondes, n'est-ce pas? Et ne croyez pas que ce genre de politique des deux-mesures, qui brille par son inconséquence, soit l'apanage des Américains. Dans ce pays imbu d'un idéal de liberté et de tolérance qu'est la Hollande, il est désormais interdit de fumer du tabac dans les fameux coffee shops. Plus question donc d'y consommer un traditionnel joint. Par contre, si vous y allumez un pétard sans tabac et que vous fumez du cannabis, de la marijuana ou du hashish pur, vous n'effrénez aucune loi. Toute forme d'hystérie collective me fait peur. Tout manque flagrant de logique et de rationalité me met mal à l'aise. Tout groupe organisé qui se croit investi d'une mission me rend méfiant. Toute personne qui s'arroge le droit de condamner mon mode de vie m'exaspère. Tout individu
qui peut imposer sa vision du monde, qui veut faire mon bonheur malgré moi, qui verse dans l'intox, qui fait appel aux angoisses et aux instincts les plus bas de l'homme, ou qui prêche l'intolérance est mon ennemi. Et certains de mes frères fumeurs de pipe voudraient donc que je pratique avec ce genre d'individus la politique de l'apaisement, que je m'accommode de leur fanatisme sectaire, que j'implore leur compréhension et leur mansuétude, que je m'inscrive dans leur logique, que je m'associe à eux pour lutter contre le tabagisme. Et tout ça pour que je m'attire plus de foudre, pour avoir la paix, pour avoir le droit de continuer à jouir de ma pipe. Je préfère Churchill à Chamberlain. Ma réponse est donc simple, claire et nette. Jamais. Lors de l'élaboration de cet épisode, j'ai eu l'impression d'entrer dans le terrier d'un lapin et de m'y enfoncer de plus en plus profondément. J'ai donc publié un article sur le forum du site fumeurdepipe.net établissant les points forts de ma réflexion. J'y ai reçu des réponses assez intéressantes qui, je pense, vont compléter notre analyse de la question. Et j'y ai trouvé un autre article parlant des relais aux USA. Ainsi qu'un autre article sur les QR codes du tabac qui nous ramène à cette discussion que nous avions eue à propos du semoir. Donc l'idée de départ était simple, comme c'est souvent le cas. Réagir à un commentaire à propos de la réglementation belge qui durcit. Et puis j'ai commencé à tourner une première séquence sans trop de préparation, en exposant mes idées. D'ailleurs, je me suis rendu compte avec étonnement qu'elles étaient très proches de ce qu'Erwin avait écrit dans des textes que je n'avais pas lus depuis très longtemps. Et lorsque j'ai écrit cet article sur le site Fumeur de Pipe, en lisant les réactions, je me suis rendu compte qu'il n'y avait peut-être pas l'espoir et la combativité que j'attendais, même parmi les fumeurs de pipe. Et alors, je vous avoue que ça fait des semaines que je réfléchis au sujet, que j'essaye de décortiquer les problèmes, les solutions. Récemment, j'ai conseillé le visionnage d'un reportage à ma compagne, reportage Passe-moi les jumelles, qui est une série diffusée par RTS, Radio-Télévision Suisse. Cette phrase « Seule la beauté sauvera le monde ». Alors, on a eu une discussion à propos de cette phrase hier soir. Discussion très intéressante, parce que c'est peut-être vrai, peut-être que la beauté sauvera le monde, mais je ne sais pas s'il y a encore une recherche de beauté dans ce monde. Quelle que soit la beauté dont vous parlez. Je ne sais pas s'il y a encore un intérêt pour les vieux métiers, pour l'art, pour l'architecture, pour la musique, j'entends par là la véritable musique. Je crois que la recherche de beauté, la contemplation du temps qui passe, vivre comme les sages de tout temps ont conseillé que l'on vive. Ne pas simplement se contenter d'exister, vivre. Mais c'est une chose qui... je crois que à l'heure actuelle, la recherche de beauté a été remplacée par la recherche de pratique. Et je ne vais pas aller trop loin dans ce sujet, parce que c'est un tout autre sujet, c'est également très vaste. Dans mes recherches de solutions, parce que des solutions, il y en a, hein, pour sauver le tabac et pour mettre de nouveau en valeur les fumeurs de pipe. Seulement, lorsqu'on est malade, il y a deux grandes étapes à franchir. La première, c'est l'acceptation du fait qu'on est malade, et la deuxième, c'est l'envie de guérir. Donc l'acceptation du fait qu'il y a un problème, je crois que tous les fumeurs de pipe ou de cigares en ont pleinement conscience. Vouloir se battre pour faire changer les choses, je crois que même parmi les plus grands passionnés, il n'y a pas cette volonté, il n'y a pas en tout cas cet espoir d'une quelconque réussite un jour. En tant que passionné de tabac, évidemment, ça m'attriste, mais il y a plus que ça. Parce que c'est pas seulement l'effondrement du tabac, c'est l'effondrement d'un art de vivre. Et je parle pas seulement du fait de fumer la pipe ou le cigare. Je parle de tout cet héritage que nous avons des générations passées.
le travail manuel, la vie avec les saisons, l'éducation, la culture, l'art, l'artisanat, l'histoire. Je crois que la fin du tabac, ce serait définitivement l'entrée dans l'ère du numérique, du faux, de la propagande, du mensonge, de la transformation de la vérité en tout cas, de la corruption. Un art de vivre qui se transforme en hygiénisme, en nettoyage de tout, du bien comme du mal. Nous supprimons la beauté, nous la remplaçons par le pratique. Sur ce, mes chers amis, eh bien, j'espère ne rien avoir conclu et avoir au contraire ouvert un sujet, ouvert une réflexion dans vos esprits, peut-être fait un premier pas pour essayer de changer un petit peu les choses. D'ici là, d'ici à ce que nous changions les choses, je vous souhaite bonne dégustation et vous dis à bientôt pour eh bien, un nouveau moment de partage, que ce soit d'un bon moment ou d'information ensemble. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas, Happy Mama, Happy Kassa, Cigar Papa. Wow.